Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel preview du Foot US de A à Z. Vous connaissez le concept maintenant, c'est un invité pour une preview. Donc, on invite un invité de chaque franchise. Et aujourd'hui, on va partir dans le Minnesota. On va partir direction, on va parler de nos Vikings. Cher à Axel, bienvenue à toi Axel. Comment tu vas? Salut, salut Joe, ça va bien, très content de revenir encore pour les previews de l'été Foot US de A à Z. À chaque fois, un plaisir de faire ces petites previews pour amorcer Ouais. cette saison. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça lance tout doucement la saison. Voilà, c'est ça, plutôt, ouais. voilà, plutôt cool. Donc, non, mais nous, on te remercie encore d'avoir accepté. Voilà, vous répondez toujours Avec présent plaisir. et la famille Vikings est très, très sympa en plus. Donc, ça permet de bien échanger toujours avec vous et c'est plutôt cool. C'est gentil. Cool. Tu sais, moi, voilà, tu sais que je vous écoute tout le temps podcast dès que je peux. Donc, c'est l'avantage, quoi. J'écoute tout le monde. Donc, c'est bien aussi d'avoir un peu l'avis aussi des ressentis de vos équipes. On parle plus facilement entre nous dans nos podcasts que des fois se livrer comme ça et dire ouais, c'était bien ou c'était nul. On a été dans une purge. Oui. On essaye toujours un peu de meubler, mais quand on est entre nous, on se lâche un peu plus. C'est l'avantage. Je pense que c'est pareil pour les autres équipes. Quand on arrive à être 3-4 à discuter de notre équipe, après, on sait les choses qu'on connaît quasiment sur le bout des doigts. Hein, donc après, c'est facile. On se laisse un temps pour parler. Des fois, on déborde parce que on a trop de choses à dire. Même sur un match d'une semaine, enfin sur le match de la semaine, on pourrait faire des épisodes de 2 heures, mais bon, faut qu'on se restreigne un peu. Mais bon, c'est toujours cool. Yes. C'est sûr, c'est sûr. Donc, Axel, voilà, vous pouvez le suivre sur X, sur MinVikingsFR, et il est membre du podcast Vikings Therapy. Ils en avaient bien besoin. Le concept est bien trouvé pour le podcast parce que, voilà, par moment, vous souffrez un petit peu aussi. Donc, ça fait du bien des fois de se libérer. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est en fait, on fait en sorte que les gens soit nous écoutent ou des fois participent. On se dit, bon, on est tellement souvent au fond du saut en tant que Vikings parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Bon, c'est ce qui fait aussi le sel de supporter cette équipe-là, mais il y a tellement des choses qui sont dysfonctionnelles qu'il faut qu'on en parle. Donc, ouais. voilà. Mais après c'est pas la pire équipe non plus hein, de la NFL. Non. Hein, on dit, mais il y a des choses. Dans la saison, il y a toujours un moment donné, ça se passe super bien. Et tu sais pas pourquoi les Vikings ils lâchent à tel moment, comme il y a 2 ans pendant les playoffs contre les Giants. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a toujours un truc qui va pas. Quoi. C'est à un moment donné et c'est jamais simple pour vous les fans. C'est ça le problème avec cette équipe un peu, c'est qu'on n'est jamais soit extrêmement fort, soit extrêmement mauvais. Donc on est toujours au milieu. Et on peut rester dans cet état de stase un peu nul où il se passe pas grand chose. Donc des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais ouais, on n'arrive pas à sortir de ça. Bon, on va travailler sur la thérapie positive aujourd'hui. Hein, on va oui, mais toujours. Moi, je suis un éternel optimiste de toute façon. Voilà, j'ai enlevé le bandeau qui défile. Voilà, si vous pouvez regarder, donc ceux qui écoutent un podcast, vous aurez les liens pour suivre Axel sur X ou leur podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Voilà, c'est assez facile à trouver, Vikings Therapy. Voilà, donc oui. Je conseille le podcast, il est plutôt cool à écouter, quoi. Donc on y va. Vous savez maintenant le principe de l'émission. On va faire un retour sur la saison dernière rapide avec Axel. On va faire un point free agency, les départs, les arrivées, la draft. Ensuite, on aborde la saison 2024 avec un bilan et puis voir un peu notre estimation prono. Et ensuite, on laissera faire ta petite pub, Axel, ta petite pub. Super, ça marche. OK. Bon, on y va. On revient donc sur la saison précédente des Vikings avec un bilan de 7-10. Bon, il n'y a pas vous commencez par 3 défaites, vous revenez en 4e week avec une victoire. Après, vous perdez contre Kansas City. Après, vous avez la week 6, 7, 8, 9, 10 avec des victoires vraiment probantes. Et un tournant quand même de la saison en semaine 8 où vous avez la blessure de Kirk Cousins qui se rompt le tendon d'Achille. Tendon d'Achille qui pète. Et du coup, vous prenez, je crois, Joshua Dobbs, si je ne me trompe pas, pour pouvoir combler son absence.
qui se passe pas trop mal au début, on va dire. Hein, et après, bah, vous avez défaite contre Denver, défaite contre, chez vous contre Chicago, contre les Bears, c'est là qui peut faire mal. Et après, bah, vous enchaînez, vous gagnez un match très serré contre les Las Vegas Raiders 3-0 en week 14. Incroyable, un match exceptionnel. Puis après, vous finissez par 4 défaites avec 4 grosses équipes quand même. Vous jouez Cincinnati, vous perdez, je pense que c'est là qui fait basculer aussi la saison en overtime, 27-24, c'est compliqué. Les Detroit Lions, ben là, vous perdez en plus match de division, vous perdez contre Green Bay, puis vous perdez le dernier match contre les Detroit Lions à Détroit, et vous finissez donc le bilan à 7-10. Toi, Axel, qu'est-ce que tu regrettes sur cette saison? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, quoi? Bah, c'était sur cette saison, on peut la découper en plusieurs parties. Hein, tu l'as assez bien fait, c'est chronologiquement. Un début de saison entre guillemets catastrophique où on s'attendait pas à commencer à 0-3. C'est des matchs super serrés. On se voyait un peu confiant vu la saison sur laquelle on sortait avant. On avait quand même fait les playoffs. On se fait sortir contre les Giants, même si c'était un match à domicile, on était un peu favori, on perd quand même. Donc on avait quand même une certaine confiance de la saison 2022. On arrive en 2023, on commence 0-3. Donc je dis, alors, surtout que les matchs se jouaient souvent des détails, soit défensifs, soit offensifs, beaucoup de fumbles, enfin des choses ratées, des choses qui n'ont pas payé. Donc on se dit, bon, voilà, le bilan il est là, donc faut réagir. Derrière, on affronte les Panthers sans leur faire offense, c'est c'était une des pires équipes de la ligue. Donc forcément, on arrive à se sortir, mais c'était quand même serré. Et après, derrière, on arrive quand même à recoller les morceaux, réussir à sortir la tête de l'eau, faire un peu un bilan un peu à l'équilibre. Et il y a cette blessure de Cousins. Au moment où l'équipe arrivait quand même à cliquer, on était en train de rouler sur Green Bay et tout derrière, tout s'écroule. C'est vraiment le tournant de cette saison où derrière, ça a été compliqué à recoller les morceaux parce que c'est quand même, mine de rien, Cousins, c'est quand même une sûreté, même si derrière, c'est pas non plus un top 5, peut-être top 3 QB, mais je veux dire, un Cousins dans la forme qu'il avait en plus, O'Connell avait réussi à lui sortir tout le meilleur de ce qu'il peut faire. Il a réussi à avoir la confiance et derrière, il se pète pour la saison. Donc, très compliqué. Et derrière, en plus, quelques semaines plus tard, Jefferson se blesse aussi. Donc, on va chercher Dobbs qui fait 2 matchs incroyables. C'était un peu cette bouffée d'air frais de la saison. Et puis derrière, après, la logique reprend le dessus. Dobbs, les équipes réussissent à s'ajuster face à lui. On fait jouer Nick Mullens. On essaie de lui faire jouer Jaren Hall. Les options ne payent pas forcément, même si Mullens, statistiquement, c'est pas si dégueulasse. Au moment où Justin Jefferson revenait, derrière, c'était quand même beaucoup trop fort pour nous en NFC. Et on aurait pu espérer peut-être choper les playoffs avec tout le monde. Mais vu les blessures, Cousins saison, Jefferson pendant un bon tiers de la saison, même pour la moitié, si je ne me souviens plus exactement. Derrière, c'était du bricolage. Donc, tu peux avoir un excellent coaching staff, des role-players qui font le taf. Derrière, 7-10, c'est vraiment le niveau sur lequel on a pu montrer. Non, mais tout à fait. Après, vous aviez quand même donc mal démarré la saison et vous passez en semaine 10, vous êtes à 6-4. On y croyait un petit peu quand même. On disait c'est tout à fait Vikings, quoi, on va dire. L'élan, il est là. On se dit, ça y est, c'est positif. Ils vont cliquer. Bon, voilà. En sachant en plus les Broncos, la deuxième partie de saison, elle est assez énorme de leur part. Vous perdez que 21-20 quand même parce qu'ils font une très bonne seconde partie de saison, les Broncos quand même. Vous perdez 12-10 contre Chicago. Le match était largement prenable. Comme tu dis, les 3 premiers matchs, c'est pareil. Vous perdez 20-17, 34-28, 28-24 sur des problèmes de fumble. Les 3 premiers matchs, incroyable, des fumbles. Tu te demandes comment tu peux avoir des fumbles comme ça dans des matchs. En plus que tu as quasiment match gagné, quoi. En plus, hein, ouais. Puis bon, après la fin du calendrier, voilà, tu sais que t'as perdu tes titulaires, t'as perdu Cousins, tu sais quoi là. Et puis là, tu te pètes à la fin de calendrier, Cincinnati, Détroit, Green Bay, et puis Détroit. C'est sûr que là, c'est des matchs de division, t'as intérêt d'être prêt. Et là, mentalement, je pense que les joueurs, la défaite contre les Bengals ont fait qu'ils ont peut-être lâché un peu aussi psychologiquement. Tu perds 27-24 en overtime, pareil contre les Bengals. En sachant que tu connais la force d'attaque des Bengals et tout.
il y a quand même du positif, mais c'est vrai que la saison se termine à 7-10. Avec tous les blessés qu'il y avait et tout, tu peux pas espérer aller au Super Bowl avec tout ce qui vous est arrivé non plus la saison dernière. Hein. Voilà, faut le faire. Non, clairement. Il y avait un petit motif d'espoir au moment où Josh Dobbs arrive et fait 2 victoires de suite. On s'est dit, bon, si on continue comme ça, on peut peut-être arriver à faire quelque chose et être surprenant pendant les playoffs. Mais derrière, bon, forcément, ça c'est cool parce que les mecs ont visionné des tapes et se sont ajustés. Derrière, après, on n'a pas su quoi faire. Hein. En sachant, je crois que c'est contre Atlanta. En sachant que Dobbs, c'est contre Atlanta ou je sais plus où c'est contre les Saints qui fait une action de malade. Là, tu te demandes d'où il a sorti ça. Et franchement, voilà, quoi, il a fait les highlights de la saison, quoi. Nous, ça nous a fait, je dis tout à l'heure, c'était sympa. Ça fait une petite bouffée de frais. Après, ça fait toujours du bien en tant que fan. Ouais, voilà, c'est sympa. On gardera en mémoire. Mais bon. Que tu sais qu'à Green Bay, contre Green Bay, tu perds Kirk Cousins en sachant que Justin Jefferson n'est pas à 100%. Voilà, tu sais déjà que la saison elle va être très 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 compliquée, quoi. Là, tu te dis, on va faire ce qu'on pourra et voilà, tu fais 7-10. C'est sûr que regarde, tu gagnes un des trois premiers matchs que tu perds un peu bêtement et tu gagnes, tu vois celui de Chicago et puis les Bengals, tu perds pas en overtime, tu finis à 9-8 le bilan et ça te change un peu le bilan de la saison. Après, je dis pas que tu vas en playoff, mais au moins ça te change ton bilan positif. Mais ça aurait rien changé de plus. À part à la draft, tu recules de quelques places à la draft, quoi. Voilà, pour être clair. Franchement, ça aurait pas changé énormément sur le ressenti global de la saison. Donc, bien sûr, des matchs comme ça où autant l'année dernière, enfin la saison d'avant, il y avait des matchs comme ça qui se jouaient à une possession, on les gagnait. C'était peut-être par chance, mais là c'était quand tu fais la comparaison, c'était match à une possession que tu perdais. Donc après, c'est bien aussi de passer par les deux. Et tu les perds, tu les perds en deuxième partie de saison sans ton QB titulaire, sans Jefferson. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. Quand tu dois aller gagner le match, tu as 3 points, puis que t'as Kirk Cousins, tu sais qu'il va chercher Justin Jefferson, mais que 9 fois sur 10, le ballon il est catché. À un moment donné, c'est plus facile à aller chercher les matchs, quoi. On va dire. Et d'ailleurs, des running backs qui ne droppent pas le ballon, quoi. Parce que ça aussi, ça a été. Voilà. Ça, c'est bien. Des fois, on pense que c'est garanti, mais pas beaucoup. Non. Là-dessus, vous avez pu faire mentir les stats. Bon, très bien. Bon, on a fait un bon retour sur la saison dernière. On va partir maintenant sur le point free agency on commence par les départs parce qu'il y a quand même quelques départs importants au niveau de l'équipe. Donc, vous avez perdu Kirk Cousins qui est parti chez les Falcons. Là, il est en fin de contrat. De toute façon, c'est soit vous le signez, soit il était en fin de contrat. Il pouvait aller où il voulait. Il a avoué que les Falcons l'ont contacté avant le début de la free agency, donc tout va bien. Il n'y a pas d'appel hors saison, il n'y a pas d'appel hors période en NFL. On le sait très bien. Voilà, donc Kirk Cousins, ça a été honnête. Ouais, malheureusement pour les Falcons, là. Donc, vous avez perdu aussi le deuxième quarterback, Joshua Dobbs. Le running back, aux 49ers, Joshua Dobbs, pardon. Le running back, Alexander Mattison aux Raiders. KJ Osborne qui part aux Patriots. Le centre, Austin Schlottman aux Giants. Le edge, Marcus Davenport aux Lions. L'autre edge, Daniel Hunter aux Texans. Un autre edge aussi, DJ Wonnum aux Panthers. Le defensive line, Sheldon Day, qui est toujours free agency aujourd'hui. Le D-line, Dean Laurie aux Steelers. Le defensive tackle, Kairi Stonga aux Cardinals. L'autre linebacker, Anthony Barr, qui est toujours free agency aujourd'hui sur les dernières infos que j'ai. Hein. Le linebacker, Trody, qui est parti aux Chargers. L'autre linebacker, Jordan Hicks, qui est parti aux Browns. Et le kicker, Greg Joseph, qui est parti aux Packers. Toi, sur cette belle liste, parce que c'est quand même, il y a pas mal de titulaires quand même, qui tu regrettes, voilà, on sait que Kirk Cousins, mais qui tu regrettes vraiment sur cette liste? Personnellement, moi, je vais regretter surtout Daniel Hunter, parce que c'est un joueur qu'on a drafté, il sortait de LSU. Il est resté une dizaine d'années, je crois, chez nous, peut-être un peu moins. Il y a eu son contrat. Enfin, c'était assez compliqué au niveau des contrats avec lui. Bon, il y avait des petites prolongations par-ci par-là de ces dernières années. On avait
quasiment tous l'espoir de dire ouais, Hunter, à la limite, ok, bah, on le paye tant et il va rester, il va prolonger peut-être 4-5 ans. Sachant que c'était. Bon, il avait quelques problèmes de blessure, mais quand il était là, c'est quand même un très bon joueur défensif. C'était notre premier au classement des sacs cette saison. Peut-être la saison d'avant, il n'a peut-être pas joué, mais en tous les cas, il était tout le temps là. Même quand il était blessé, il était dans le top sac. C'est un joueur que j'appréciais beaucoup parce que c'était une force de la nature avec des bras impressionnants. Donc c'est dommage de le voir partir, sachant qu'il y avait possibilité peut-être de le garder, mais vu le contrat qu'il signe aux Texans, je pense pas que le front office des Vikings aurait mis ce prix-là. Donc en soi, il y avait volonté de le garder, je pense mutuelle. Après, lui, il part aux Texans, tant mieux, c'est son état d'origine, il va être content. Voilà, c'est juste dommage, mais c'est, je pense, celui que je regretterais le plus. Après, c'est un poste quand même que tu peux... Quand tu as Brian Flores, tu te dis, bon, il y a moyen de faire autrement ou de remplacer, même si ce n'est pas un joueur de son calibre, de faire une rotation ou de trouver un joueur capable de faire au moins peut-être la moitié ou les 3/4 de son apport. Bon, après voilà, on sent que c'est une page qui se tourne aussi au niveau de la défense chez les Vikings parce que c'est 3 edge qui s'en vont, 2 D-line, un defensive tackle, 3 linebackers. Voilà. Et la plupart, ils ont tous retrouvé une équipe, quoi. Oui. À part Chet Dundee et puis Anthony Barr, pour le moment. Sinon, tout le monde a retrouvé une équipe. Donc, c'est rare de voir des free agency qui ont tous signé. Et ben là, ils ont tous retrouvé une équipe. Donc, c'était des joueurs qui étaient quand même, c'était pas tous des numéros 1 à leur poste, mais c'était des joueurs qui faisaient le taf, quoi. Voilà, faut être clair, quoi. Donc, non, c'est clair. C'est sûr que, après, voilà. Après, il y a eu du boulot de fait, au niveau des arrivées, mais oui, c'est vrai que là, faisons confiance à Flores parce que Flores montre quand même que c'est au niveau coordinateur défensif, c'est quand même un mec qui tient la route et il l'a montré encore cette année. On a vu quand même des progrès par rapport aux 2 années précédentes où c'est vraiment la défense. Quand vous perdez contre les Giants en playoff, en wildcard, excuse-moi de remuer le couteau dans la plaie, Axel, mais la défense, elle est catastrophique. C'est honteux. C'est honteux, mais bon. Toute la saison, on s'était tiré on s'était traîné une défense pourrie comme ça. On faisait le taf parce qu'on mettait plus de points. C'est surtout là où ça faisait la bascule, mais pour ça. Exact. Mais juste sur, tu l'as dit, c'est une page qui se tourne au niveau de la défense. Mais en fait, c'est quand on voit un peu, c'est quasiment des contrats qui ont été signés par l'ancien general manager. En fait, c'était des contrats hérités. Donc, Kwesi Adofo-Mensah, notre nouveau GM, est arrivé il y a maintenant 2 saisons. Et du coup, forcément, quand tu veux assainir les finances, le cap, le salary cap d'une équipe, des fois, tu dois faire des choix qui sont... En sachant... Où tu passes au sportif un peu en second, quoi. Donc, là, en sachant que tu avais une grosse signature qui allait arriver aussi, quoi. Tu n'avais pas le choix, il fallait re-signer. Oui. Tu n'avais pas trop le choix, donc on va en parler là après, mais il fallait re-signer quand même un top joueur, le numéro 1 de la ligue au niveau des receveurs, donc il fallait bien à un moment donné, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc il faut bien, si tu veux trouver de la monnaie, il faut bien assainir les finances d'un autre côté, donc voilà, faut être clair. Ok, et on va partir sur les arrivées. Je vais prendre une grande respiration et puis on va faire les arrivées. Il y a du monde quand même. Donc, vous avez en arrivée, vous avez le QB Sam Darnold qui arrive pour 8,75 millions de dollars garantis, dont 10 millions de dollars en tout le contrat. Bon, ça, voilà, en NFL, c'est pas grand chose entre guillemets. Pour nous, ça serait énorme. Mais pour eux, c'est pas grand chose. Ouais, c'est ça. Vous avez le running back de vos ennemis jurés des Packers qui vous aiment bien pourtant. Mais du coup, Aaron Jones signe chez vous pour un contrat de 7 millions de dollars. La resignature, je l'ai dit, de Justin Jefferson, voilà, prolongation de 4 ans d'une valeur de 140 millions de dollars, dont 110 millions de dollars garantis. Voilà, totalement mérité vu la qualité du joueur. De toute façon, il fallait le resigner. Et toi, en discutant un peu en off avec toi, tout ça, tu n'avais aucun doute sur la resignature de Justin Jefferson. Tu savais qu'il allait rester. Si vous vouliez des contacts au niveau des Vikings, je peux vous garantir qu'Axel était largement serein sur la resignature de Justin Jefferson. Totalement. Je voyais plein de rumeurs qui disaient ouais, ils vont l'envoyer par ici, par là, des équipes qui n'avaient même pas le cap ou quoi. Donc, un joueur comme ça, le rêve à Kansas City alors. Le rêve à Kansas City alors qu'on n'a aucun cap, donc tu vois tous les fans aller. Faut tout vendre, faut vendre Mahomes, faut tout vendre pour aller le chercher.
C'est ça. Bref, mais bon, on continue. Donc, le wide receiver aussi, Brandon Powell, qui a signé un contrat de 2 millions de dollars, dont 2 millions de dollars garantis, donc 2,75 millions de dollars. Le wide receiver, Trent Sherfield, un contrat d'1 an, qui est agent libre. Le tight end, Johnny Moon. L'autre tight end, Robert Tonyan. Tonyan qui était chez les Packers, je crois. Il a fait toutes les équipes de NFC Nord, lui. Il a fait le carton plein en arrivant chez nous. L'offensive tackle qui re-signe David Kessenberry. L'offensive guard Dan Feeney aussi qui a signé un contrat d'1 an. L'offensive guard Dalton Reisner qui a re-signé aussi un contrat d'1 an. Le edge Jonathan Greenard qui a signé un contrat de 76 millions de dollars. Le edge Andrew Van Ginkel en provenance des Dolphins. Le edge Jihad Ward qui a signé donc aussi. Le defensive tackle Jerry Tillery pour 3,75 millions de dollars. Jonathan Bullard qui a re-signé. Le defensive line Jonah Williams aussi qui a re-signé aussi. Il était déjà chez vous, je crois, hein, Jonah Williams, si je me trompe pas. Non. Je crois pas, non. Ouais, non. Ah non, je confonds. Non, j'étais au Rams, non. C'était Jonathan Bullard, oui, pardon, excuse-moi. C'était Bullard qui a re-signé chez vous, pardon. J'ai sauté une ligne. Le linebacker, Blake Cashman, qui a signé un contrat de 25,5 millions de dollars. Le linebacker Camus Grudgy Hill, qui a signé aussi. Le cornerback Shaquille Griffin, qui a signé un contrat d'agent libre. Et le kicker John Parker Romo, qui a signé. Voilà. Axel, dans toutes ces signatures, qu'est-ce que tu as adoré? Moi, j'ai adoré. En fait, on parlait de Daniel Hunter tout à l'heure. En fait, on n'a pas eu le temps de se lamenter sur son départ parce que directement, on a signé Jonathan Greenard, puis Blake Cashman, puis Andrew Van Ginkel. Donc, on s'est dit, au final, défensivement, on n'est pas si mal, hein, parce que, ok, on perd un gros joueur, mais on en signe un poste pour poste qui statistiquement fait le taf. Greenard est un très bon joueur. Bon, en plus, on a Cashman qui est originaire de Minnesota, qui est aussi qui était un très bon joueur aussi aux Texans. Et puis on rajoute un vétéran avec Van Ginkel dont on n'espérait pas, hein, qui arrivait des Dolphins. Donc moi, j'étais très content. En plus, c'était tout sur une journée. Toutes ces arrivées, j'étais très content. Et puis ensuite, Aaron Jones, c'était une signature qu'on n'attendait pas non plus. On s'est dit, bon, Mattison part, c'est assez logique parce que s'il n'avait pas le rendement attendu depuis sa draft. Mais Aaron Jones est un running back confirmé. On avait perdu Dalvin Cook aussi un peu avant. Donc on s'est dit là, c'est un très bon joueur qui arrive aussi pour prendre un poste où on n'avait pas beaucoup de solutions à part quelques bons petits joueurs qui faisaient une rotation. Là, on a un titulaire qui arrive. Donc, c'est des arrivées intelligentes. Voilà, et un titulaire solide. Oui, ouais. Quand on a un peu en plus un peu en travers avec son ancienne équipe, oui, donc, voilà. il risque d'être motivé en allant jouer à Green Bay et en les recevant à Minnesota cette année. C'est tout bénef. Si on peut enlever un bon joueur de Green Bay qui vient chez nous, bon après ils ont récupéré un très bon joueur aussi, hein, mais c'est bien aussi de réussir un peu à enlever des plumes à son voisin. Exact. Non, puis moi, pareil, j'ai fait la preview des Dolphins il n'y a pas longtemps. Donc, Van Ginkel, voilà, j'en discutais avec Raphaël, fan des Vikings. Voilà, lui, il m'a dit clairement, voilà, c'est un joueur qui regrette parce que c'était le mec, voilà, qui quoi qu'il arrive, c'est le mec de l'ombre, mais il est toujours là et il fait toujours le taf, quoi. Donc, c'est un très bel ajout. Je pense qu'avec Flores et tout, ça va vraiment aider. Puis, malgré tout, il va pouvoir entourer tous ces petits jeunes aussi à progresser aussi, hein, donc c'est l'avantage. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que, mis à part Jones et Van Ginkel, c'est des joueurs, je pense à Greenard et Cashman, ils sont encore assez jeunes. Ils ont été draftés tôt, ils ont eu quelques bonnes saisons en NFL, mais là, ils arrivent vraiment, ils sont encore jeunes, donc c'est cool. Tout à fait. Non, mais c'est bien. Bon, puis oui, de toute façon, on va le dire carrément, mais la signature de Justin Jefferson, voilà, franchement, c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. Ça, pour moi, c'est logique, mais c'est vrai que bon, ça demande beaucoup de négociations. Je pense qu'il est négocié depuis longtemps. Mais quand tu as un joueur comme ça, il faut que ce soit le cœur, le squelette de ton équipe. Et il n'y a pas de question à se poser. Il demande tant, tu lui mets tant, même si derrière tu es déplumé. Peu importe, tu fais en sorte qu'il soit content.
il y a un ou deux joueurs par équipe comme ça où tu peux pas tu peux pas faire autrement. T'es obligé. À un moment donné, si tu veux les garder, t'es obligé. Sinon, il y a bien une équipe et on le sait bien. Ils veulent tous remporter le Super Bowl, mais on sait très bien quand je dis de bêtises, mais tiens, t'as des équipes avec du cap, style en Floride où ils sont pas trop taxés. Voilà, s'ils veulent partir aux Jaguars, même s'ils remporteront pas de titre. Bon, j'espère un jour aux Jaguars, dédicace à notre ami Antoine, Jaguar France. C'est pas contre lui, mais voilà, mais on sait que voilà, il y a des joueurs et ils ont raison, on leur offre l'argent, ils ont raison d'y aller, mais et surtout en Floride, t'es pas trop taxé, je crois. En plus, il y a vraiment voilà, si tu peux prendre le max de tes contrats. Voilà, on est tous pareils. À un moment donné, les titres, c'est beau, mais quand tu peux assurer des décennies sur ta famille, tes petits-enfants, tes enfants et tout ça, ouais, on va peut-être pas se cacher, quoi. On va peut-être prendre l'argent quand même. On nous le donne. Bah oui. Donc voilà, non, mais c'est sûr. Ok, très bien. Eh ben, du coup, Axel, on va partir. Je pense qu'on était complet sur les arrivées et les départs. Là, on va partir vraiment pour le futur, Axel. On va vraiment les Vikings voient loin sur l'horizon parce qu'ils ont fait une draft plutôt bonne. J'ai bien aimé votre draft. Je sais plus, j'ai pu regarder la note que je vous avais mis parce que c'est moi qui avais noté sur le FootUS de A à Z. Personne d'autre ne l'avait fait, donc s'il faut s'en prendre à quelqu'un, vous venez me mettre d'un coup de bâton, il n'y a pas de problème. J'assumerai complètement. J'avais juste pas eu le temps de mettre les appréciations parce que je fais la petite aparté, mais c'est vrai que donner des notes comme ça sans appréciation, mais ça prend un temps de fou et j'ai essayé de mettre l'appréciation à chaque équipe. Voilà, j'ai juste mis des notes. Les gens qui voulaient me voir et puis qui voulaient me poser des questions, je leur répondais, mais voilà. Bref. Donc, Axel, sur la draft, je crois que vous êtes monté d'une place, si je me trompe pas. Vous étiez 11e, je crois. Non, vous êtes raid ou pas? Non. On avait la 11e place, on est monté en 10. Du coup, le soir de la draft. Vous êtes monté en 10, donc d'une place. Parce que les Atlanta Falcons ont mis le feu un peu en début de cette draft avec l'arrivée du quarterback chez eux et qui n'était pas spécialement attendu dans le top 10. Et du coup, ça vous a permis, vous, de drafter le QB DJ McCarthy sans vendre la maison, sans rien vendre. Je suis pas le plus grand fan de DJ McCarthy, mais il est tombé chez vous. Voilà, quarterback peut-être d'avenir. On verra bien. De toute façon, faut laisser le bénéfice du doute, hein. Et pourquoi pas. Et voilà, même si je suis pas son plus grand fan, on progresse à tout âge. Et voilà, on verra ce que ça donne. Mais vous avez quasiment eu besoin de rien faire. Quand je voyais qu'il y en a qui annonçaient faut trader en 3e ou en 2e position pour aller chercher JJ McCarthy. Là, vous avez tradé d'une place, ça vous a quasiment rien coûté. Et vous êtes monté d'une place et vous avez pris votre quarterback. On verra ce que ça donne. Sam Darnold est là aussi pour l'accompagner. On verra. Dommage pour Jaren Hall que je pense qu'il sera peut-être pas reconduit ou qui sera dans le practice squad ou je sais pas trop comment ça va se passer. On verra bien. Quoique maintenant ils ont le droit à 3 QB, je crois, sur la feuille de match, mais on verra bien. Donc peut-être que Jaren Hall sera le 3e ou le 2e bis avec Sam Darnold. On peut pas le juger sur sa saison. On va dire rookie parce que le pauvre il n'a pas été trop aidé non plus. Mais voilà. Donc du coup vous avez pris le quarterback DJ McCarthy de Michigan. Ensuite vous aviez un 2e choix au premier tour. Et là, pareil, il tombe tranquillement, je crois. Vous avez trade, non, non pas. Même pas. On est resté là, je crois. Après, peut-être une place ou deux aussi, mais je suis même pas sûr. Vraiment, ouais, je me rappelle plus de trop, mais il n'y a pas eu grand chose de fait. Vous prenez le meilleur edge quasiment de la classe qui était annoncé, Dallas Turner d'Alabama. Voilà, il y a. Alors là, vraiment, à premier tour. Somptueux, on va dire. Et après, par contre, 2e, 3e tour, pas de pic, mais déjà tu prends voilà, peut-être ton quarterback du futur et Dallas Turner les 2 premiers choix de draft. Bon, c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est plutôt pas mal. Sur le potentiel, on verra ce qu'il y viendra, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, en 4e tour, sur 8e position, vous prenez le cornerback Kyrie Johnson d'Oregon, cher à nos fans Ducks France. Kyrie Johnson d'ailleurs qui est malheureusement décédé cette semaine. Exact. Ça m'est sorti de la tête, c'est vrai. On n'arrive pas encore à s'imprimer, mais c'est tragique, tragique et c'est vraiment j'avais même pas fait le rapprochement. Exact. Que je savais qu'il était chez vous, mais
d'esprit. Désolé, donc oui, de toute façon, là, on peut pas. Ouais, c'est repose en paix, Kairi. Il n'y a pas. Sur un tragique accident de voiture, je crois, hein, de la route. Ouais, hein, c'est ça. Ouais, vraiment, quel dommage. Ouais. Là, je n'avais même pas fait le rapprochement, je m'en excuse. Non, mais c'est vrai que moi aussi, en regardant notre bilan de draft, en fait, bon, on l'a pris il y a quelques jours, hein, mais en regardant, c'est vrai que putain. 4e tour, en plus, il y avait de gros. Il y avait un potentiel. De gros espoirs sur lui. C'est un joueur qui est descendu beaucoup, qu'on attendait beaucoup plus haut. On le draft au 4e tour, on est très content. Et là, c'est malheureusement, le destin a décidé autrement. Quoi. Donc, de toute façon, une pensée à lui, toute sa famille, tous ses proches, tous ses amis. C'est des destins tragiques qu'on n'aimerait pas entendre le matin au réveil, malgré tout. 6e tour, donc vous prenez en 177e position Walter Rose, offensive tackle d'Oklahoma. Toujours au 6e tour, en 203e position, Will Richards d'Alabama, le kicker d'Alabama. En 7e tour, vous prenez en 230e position Michael Jorgen, l'offensive line de Wake Forest. Et au 7e tour, en 232e position, vous prenez le defensive line Levi Drake Rodriguez de Texas A&M. Toi, Axel, les besoins étaient comblés. Moi, j'avais plutôt apprécié ce draft chez les Vikings, même si faudrait que je retrouve ma note exacte, mais c'était une draft. C'était pas la meilleure draft du monde, hein. J'ai pas vendu ça, mais c'était une draft correcte. Les besoins avaient été comblés. Bon, là, le destin tragique de Kerry Jackson qui remet pas mal aussi en cause le poste du cornerback chez vous malgré tout. Et puis voilà quoi. Et puis du coup, là, vous avez pris Walter Rose, un offensive tackle au 6e tour d'Oklahoma. Si ça fait le taf, c'est un 6e tour, c'est très bien. C'est ça. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, franchement? C'est vrai qu'on peut la diviser en plusieurs, en deux dynamiques un peu cette draft, parce qu'il y a eu l'excitation du premier tour où quelques semaines, quelques mois avant, on avait tradé notre choix du second tour pour monter, avoir un deuxième choix au premier tour. Donc on était quand même armé, on avait 2 choix au premier tour, donc le 11 et le 17, je crois de mémoire. Donc il y avait beaucoup de tractations, savoir est-ce qu'on allait monter en 3 pour aller choisir le QB qu'on veut à ce moment-là. Au final, ça s'est pas fait. Je pense que les Patriots étaient très gourmands sur le 3e choix. Peut-être qu'ils étaient convaincus aussi sur Drake May. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour lui. Et donc on n'est pas monté en 3, on n'est pas monté en 4, on n'est pas monté en 5. Donc comme tu l'as dit, on n'a pas vendu la maison pour monter. On ne s'est pas affolé. Il y a eu la surprise en 8 des Falcons qui prennent Cousins et qui draftent Penix. Ok, tant pis pour eux. Et en sachant que les tackles droite et gauche vont devoir apprendre à défendre à droite, à gauche, à droite et à gauche, 2 quarterbacks complètement différents. Le coaching staff, j'ai pas spécialement tout compris, mais tant mieux pour eux, on verra. Ça nous arrange. On verra bien. Exactement. Ça nous a arrangé parce que du coup, on est resté. On s'est dit. C'est vrai qu'au début, quand on arrive à cet endroit-là, on s'est dit 11. Est-ce qu'on va vraiment prendre un QB? Est-ce qu'on va pas soit reculer, soit en prendre un en 17, même plus loin. Et au final, on avance avec les Jets, on prend JJ McCarthy. Moi, il est là, il est là, il était entendu. Moi, c'était pas mon choix, c'était pas mon quarterback préféré. Il était attendu au premier tour. Vous le prenez, vous n'avez rien demandé. Il est là, faut le prendre, puis c'est tout, quoi. Vous verrez bien. C'est ça. Je suis content parce que moi, j'étais plutôt sur d'autres QB. Après, à cet endroit-là, prendre McCarthy, ça me choque pas forcément. C'est pas un joueur qui me transcendait au début, mais il a ses qualités. Il a surtout beaucoup de potentiel. Et donc, avec notre structure, nos coachs, je pense qu'il peut peut-être développer et être un bon joueur. Donc, à voir. Sachant que pour l'instant, il fait des bonnes impressions à tout le monde sur les camps, sur les minicamps, tout ça. Donc, à voir si ça se traduit dans l'été et surtout en automne. Sachant qu'en plus, il n'a pas la pression parce qu'il sera pas titulaire. Ce sera Darnold qui va commencer, à moins qu'il soit exceptionnel sur la pré-saison, tout ça. Mais logiquement, ce sera Darnold qui va commencer au moins le premier tiers de saison. Après, on verra. Et puis voilà, au moins, ça permet de
le couver un peu tranquillement et voir ce que ça donne plus tard. Et puis analyser les jeux, apprendre à lire des défenses. Digérer le playbook, tout ça. Exactement. Et puis apprendre voilà, oui, à lire vraiment les défenses en face de lui et tout, c'est hyper important. Voilà, on sait que c'est un pocket passeur en plus, c'est pas le mec qui va aller chercher plus seul. Donc voilà, il faudra, et voilà, c'est très bien. Et je pense que voilà, il sera très bien conseillé avec Darnold et c'est bien d'avoir aussi un QB d'expérience à côté de lui. C'est ça. Même si Darnold c'est pas le meilleur QB de la terre, mais au moins le mec qui te fera le taf. Il y a Justin Jefferson, voilà. Vous avez quand même Jordan Addison, Brandon Powell, voilà. Au niveau des receveurs, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis en tight end, voilà, vous avez Hawkinson, Josh Oliver, voilà, c'est plutôt pas mal quoi quand même. Hein. Donc il y a moyen de bien travailler et puis de faire démarrer la saison tranquillement, peut-être en milieu de saison ou au bout après la bye week, à voir exactement comment ça va fonctionner quoi. Exactement. Et puis j'ai confiance avec notre coaching staff pour gérer ça tranquillement. Et je pense que McCarthy est aussi un joueur assez intelligent et qui comprend parfaitement la situation, et qui l'accepte et voilà, et qui met tout dans la compétition. Après voilà. Ce sera dans ses mains dans tous les cas. C'est au coaching staff de faire son boulot, puis d'être honnête avec lui et puis de le préparer tranquillement et voilà. Exact. Voilà. Et après, du coup, le choix de Dallas Turner, comme tu l'as dit, pain béni, hein, comme on a pu l'avoir pour Justin Jefferson, comme on a pu l'avoir pour Addison, des drafts où on n'a pas besoin forcément de monter beaucoup et de récupérer un super joueur. Premier edge de la QV, en étant à cet endroit-là de la draft, c'est tout bénef. Hein. En plus, c'est un poste à besoin où on recrute, on prend Greenard juste avant. Mais Hunter est parti, Wonnum est parti, donc il a une place à prendre et des choses à prouver et c'est très bien. Il arrive aussi dans un coaching staff qui, je pense, va lui correspondre et qui va peut-être sortir le meilleur de lui. Hein, donc hâte de voir Turner. Je pense qu'il va commencer beaucoup plus tôt que McCarthy, c'est sûr. Oui, je pense aussi. Alors voilà, après Dallas Turner, voilà, il fait partie des top 4-5 des meilleurs edge de la classe là. Et voilà, il fallait, voilà, il était là. Vous avez rien à faire. Vous l'avez pris. Vous êtes tranquille. Voilà, vous avez votre edge. Et derrière, pareil avec, comme tu dis, avec Greenard et tout ça, ça permet aussi de prendre du temps aussi et de bien travailler avec lui. Et puis bon, on sait très bien, c'est pas une valeur sûre, mais il sort de Bama. C'est les mecs les plus prêts pour aller jouer à NFL, quoi. Bama, Georgia, toutes les LSU. On sait quoi là. De toute façon, on peut faire le tour de toutes les équipes. La plupart des titulaires, des gros titulaires ou des titulaires classiques, hein, ceux qui sortent de ces facs-là, qui sortent au premier tour. Bon, il y a des busts, hein, comme partout, mais voilà, c'est plus, ils sont prêts, voilà, ils sont déjà prêts pour arriver en NFL normalement les mecs. Ouais, logiquement, ouais. Donc j'ai pas de souci à me faire. Et après, du coup, j'ôte Jackson de l'équation malheureusement, hein, mais quand on regarde la fin de draft qu'on a fait, c'est des postes. C'est pas forcément des postes où il y avait gros besoins. On prend 2 all-linemen, c'est toujours un chantier chez nous. Donc Rouse et Jurgens, c'est des joueurs, je crois, qui étaient capitaines dans leur équipe, donc c'est un profil qui plaît bien à Kwesi Adofo-Mensah et à Kevin O'Connell. Et puis Levi Drake Rodriguez, c'est un projet parce que le mec jouait dans une D2 ou une D3, je crois. Donc c'est un gabarit particulier. Pareil dans la défense, je pense qu'il peut être il peut peut-être être pas mal dans le schéma de Flores. Et on prend un kicker. C'est assez rare de drafter un kicker, mais lui apparemment il est incroyable. Il sort d'Alabama. Je crois que c'était le meilleur kicker et c'était le meilleur. Et Alabama n'a jamais eu de bon kicker ces dernières années. Et là ils avaient vraiment un top kicker. Et du coup, vous avez pris le meilleur kicker à la draft. Nous, ça fait un moment qu'on n'a plus eu de bon kicker aussi, donc j'espère que ça vaudra le coup. Je vous le souhaite, comme dirait Paga. Je te le souhaite. Non, mais une draft plutôt cohérente quoi. Oui, c'est ça, c'est le mot, en fait, c'est cohérent. C'est pas des drafts où il y a des équipes qui draftent bien. Après, peut-être que les joueurs vont pas payer. Là, c'est assez cohérent dans la logique, surtout de ce qui était drafté l'année dernière par notre front office. Pardon, excuse-moi. Non, la logique, les postes, les besoins, voilà, ça compte vraiment ce qu'il fallait, quoi. Ouais, clairement. Non, je suis content sur l'ensemble aussi. Bon, très bien. Très bien. Eh ben, on va basculer sur le calendrier de la saison, hein, Axel. Donc un calendrier qui va démarrer donc le 8 septembre. Le premier match, vous allez chez les Giants.
Après, vous avez un enchaînement de 2 matchs à domicile contre les Niners et Houston. Ensuite, vous allez à Green Bay. Autant là à Green Bay quand il fait pas trop froid. Hein. Donc, vous y allez 29 septembre. Ensuite, vous recevez les Jets de New York. Après, vous allez là-bas week en week 6. Après, vous recevez les Detroit Lions. Vous allez aux Rams. Vous recevez les Colts. Après, vous avez un enchaînement de déplacements Jacksonville, Tennessee et les Bears. 3 déplacements de suite qui vont pas être un cadeau non plus, hein, mais qui peut être qui peut basculer aussi dans la saison, qui peut être intéressant. Après, vous recevez Arizona, les Falcons et les Bears. Après, vous finissez donc en week 16, vous allez à Seattle. Vous recevez Green Bay le 29 décembre entre les fêtes, on va dire, et vous finissez la saison le 5 janvier chez les Detroit Lions. Moi, j'ai coché 3 matchs, Axel, qui peut être Alors, quand je dis 3 matchs, c'est 3 matchs où j'ai sélectionné sans doute peut-être une défaite. Si ça se passe bien, ça peut changer votre bilan de saison. Après, je te donnerai mon bilan que j'ai fait. J'ai mis le premier match contre Green Bay, à Green Bay. On ne sait jamais. Green Bay, c'est jamais des matchs faciles, mais vous les embêtez toujours, la plupart du temps. Donc, eux vous embêtent aussi, mais vous aussi, vous les embêtez souvent. Et du coup, voilà, j'ai mis une défaite à Green Bay, ce qui n'est pas infâme non plus, parce qu'aller perdre à Green Bay, c'est pas non plus un scandale, hein. Surtout ces dernières années, même avec Jordan Love, hein, il fait plutôt le taf, hein, donc voilà. Et donc je me dis, si vous passez ce match-là, ben voilà, ça peut vous faire une victoire en plus. Là, tu vois, avant la bye week, j'ai mis 3 défaites de victoire. Tu vois, ça peut être l'inverse, 3 victoires de défaites. Ça me paraît cohérent, tu vois. Les Giants, premier match, tu sais jamais trop comment vont être les Giants cette année. Voilà, c'est pas évident de les gérer. Bon, après, vous recevez San Francisco, ben là, c'est un ogre tout de suite. Voilà, ils sont, eux, c'est vraiment l'effectif qui fait peur à tout le monde. C'est vraiment complet de partout. Après, voilà, vous recevez Houston. Tu vois, j'ai mis victoire contre Houston, défaite peut-être à Green Bay et victoire contre les Jets. Voilà, ça, je me dis, c'est plutôt cohérent. Le deuxième match qui peut faire basculer votre saison, où j'ai mis une défaite, c'est quand vous allez chez les Rams. Si vous enchaînez, par exemple, une victoire chez les Rams, eh ben, ça peut aussi, juste 15 jours après la bye week, ça peut peut-être aussi lancer un petit peu la saison. Ça peut, ça peut être intéressant. Et le dernier match que j'ai sélectionné, celui-là, il va être très dur. C'est le 22 décembre à Seattle. C'est pas des matchs de division, c'est pas, il y a dans les 3 matchs, je choisis souvent un match de division et 2 matchs hors division qui permettent de gonfler un peu ton bilan aussi, ce qui est pas négligeable. Et là, je me dis, aller gagner à Seattle, ça pourrait faire basculer ta fin de saison, quoi, tu vois. Oh, c'est clair. Et c'est ces 3 matchs-là, c'est pas un calendrier. Il y a un calendrier quand même, un début de calendrier quand même. Tu fais San Francisco, Houston, Green Bay, New York, les Jets de New York, même en comptant les Giants, c'est les 5 premiers matchs. Voilà, si tu prends 4 bonnes équipes de l'année dernière, tu prends San Francisco, Houston, Green Bay, et après tu prends les Jets avec Aaron Rodgers. Voilà, c'est pas un début de calendrier facile, quoi. Ensuite, t'enchaînes Détroit, les Rams. Bon, c'est que Sean McVay, c'est pas évident. Après, par contre, voilà, Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Chicago, Arizona, Atlanta, Chicago. Ça peut être des victoires. Sur l'enchaînement là, j'ai mis une défaite et tout le reste en victoire, quoi. Tu vois, donc ça peut être. Et du coup, mon bilan serait vraiment au plus mauvais. J'annonce 8-9, tu vois. Mais si tu gagnes les 3 matchs, bah, tout de suite, tu passes à 3 victoires de plus, quoi. Alors, 11 en ayant Sam Darnold en tant que QB et DJ McCarthy qui est un QB rookie. Bon, si tout se passe bien, que ça fit bien, pourquoi pas? Mais ça me paraît un peu compliqué d'avoir un bilan à 11 cette année du côté des Vikings. Je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi si je me trompe, hein. De toute façon, t'es fan, donc tu peux être, tu connais mieux ta franchise que moi. On n'est pas toujours objectif, mais voilà, j'essaye moi d'y être le plus. Alors après, dis-moi ce que tu en penses, Axel. Non, mais je vois à peu près la même chose que toi. Je me dis, si on fait mieux que la saison dernière, déjà c'est bien. Parce que c'est quand même on va pas se mentir, c'est quand même une saison de transition parce que tu arrives avec un QB titulaire qui a signé qu'un an. Tu draftes un QB, tu sais pas du tout, t'espères, mais tu sais pas du tout si derrière ça va payer. Donc tu peux arriver en milieu de saison de dire ok, Darnold est nul, on fait jouer McCarthy et tu fais jouer McCarthy et il est nul. Donc tu te retrouves avec 0 solution à part faire jouer Nick Mullens pour le restant de sa saison. Donc là, à ce moment-là, ça peut devenir très compliqué. Donc comme tu dis 8-9, moi ça me paraît pas déconnant. Je voyais un bilan à peu près comme ça, surtout tu l'as détaillé, mais c'est un calendrier qui est vraiment pas facile.
Il y a des matchs abordables, hein, que tu l'as dit, même si la réalité de là, juillet sera pas la même que la réalité de novembre. Ouais, si on arrive à emmagasiner 8 défaites, franchement, je verrais pas ça comme un échec. Après, on espère toujours mieux, hein, ça soit à tout moment. Darnold, c'est Baker Mayfield de l'année dernière, et on peut passer à, comme tu l'as dit, à 11-7. Exact. Ou Geno Smith il y a 2 ans, ou voilà, Daniel Jones il y a 2 ans, et ça fit bien. Comme j'ai dit, hein, voilà, tu as quand même une attaque. Justin Jefferson, Addison, Powell. On a vu que Jordan Addison, pendant l'absence de Justin Jefferson l'année dernière, il a tenu la baraque. Hein. Donc, ça va être sa 2e saison. Voilà, si tout se passe bien, que les mecs restent en forme, en santé, qu'il n'y a pas de blessure et tout ça, eh ben, je me dis pourquoi pas. Puis en défense, vous avez fait les recrues qu'il fallait. Avec c'est sa 2e saison, hein, je crois, au coordinateur défensif. Ouais, ce sera sa 2e saison là, ouais. Comment c'est son prénom? Brian Flores. Brian Flores, voilà, pardon. Brian Flores, j'écorche son nom, pardon. Mais voilà, je me dis, ça peut. Après, il y a la O-line. Est-ce que la O-line sera compétitive pour bien protéger ses quarterbacks? Et est-ce que les quarterbacks vont faire le taf? Après, le reste de l'effectif, que ce soit tight end, wide receiver, défense, ça me paraît solide, quoi. Ça n'est pas le meilleur effectif du monde, on est d'accord, mais ça paraît largement solide. Et faire un bilan 8-9, voilà, si ça se passe bien, tu as une victoire de plus, et ben tu vois, tu finis à 9-8 et t'es en positif, et puis voilà, quoi. Par contre, voilà, moi, ce que je serais déçu, c'est par exemple, si ça se passe mal, tu vois, Kevin, c'est Kevin O'Connell, c'est comme ça votre coach, O'Connell, Kevin O'Connell. Tu vois, de me dire, est-ce qu'on le fait sauter ou pas? En sachant que tu lui laisses pas. Là, ça va être sa 3e saison. Est-ce que le GM va être OK pour leur conduire une saison de plus si ça se passe pas super bien et que t'es à 6-10, 6-11, je veux dire, ou un truc comme ça. Voilà, ça serait problématique, quoi. Et je me dis, est-ce qu'il faut le changer ou pas? Je suis pas spécialement pour, quoi. Voilà, mais chez vous, ça se passe pas souvent comme ça non plus, donc je pense que. À voir. C'est vrai que c'est une équipe assez bien construite. Donc là, l'avantage, c'est je pense que tout le monde a assez peu d'attentes. On sait que même dans la division, on jouera peut-être pas le titre. Il y a meilleur que nous, hein, que ce soit dans la division ou dans la conférence. Mais si ça peut cliquer, si jamais on arrive à réunir tous les ingrédients, bon, c'est pareil pour tout le monde, bien sûr, mais on peut être une équipe chiante à jouer, que ce soit défensivement et même offensivement, on a pas mal d'armes. Donc, il y a toujours des surprises en NFL. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas miser sur le fait d'être cette surprise-là l'année prochaine. Mais il faut que tout se passe bien. Il faut à la limite, on espère, il faut que personne se blesse. Il faut que stratégiquement, les choix payent. Il faut qu'il y ait des joueurs qui ont la confiance, et il faut qu'elle se traduise sur le terrain. Il y a beaucoup de paramètres, bien sûr, mais bien sûr. Voilà. C'est l'avantage de dire, on est on peut être mauvais, on peut être bon, on est un peu entre les deux. C'est un peu la philosophie des Vikings ces dernières années. Hein, mais... Il suffit, t'as 2 victoires de plus, tu passes à 17. Voilà. T'es peut-être plus au fab, pas sûr à 100%, mais t'es peut-être plus au fab, mais tu finis à 17, quoi. Voilà, après, tu vas drafter, tu vas drafter en 2e partie de draft, mais tu auras moyen d'aller chercher un bon joueur aussi. Non, voilà. Alors après, voilà, il faut quand même dire que voilà, vous êtes quand même malgré tout, comme tu as dit, en période pas de reconstruction, mais une période un peu où ça a pas mal changé. Il y a pas mal de joueurs historiques qui sont partis. Bon ben voilà, vous êtes saison de transition, comme on appelle ça. Et ben si on fait une saison de transition à 8-9, voilà. Le pire, ça serait de faire une saison en dessous de 5 victoires. Là, ça serait vraiment problématique. Pour moi, je pense pas, et je vous le souhaite pas, mais on sait qu'en NFL, par moment, tu sais pas pourquoi ça. Il suffit que tu as 2-3 blessés et les titulaires et tout, et ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, moi aussi, je vois à peu près un 8-9 aussi. Hein, dans ces eaux-là. Ça va. Si on est d'accord, Axel, ça va, on pourra boire un coup ensemble. Alors. Bah oui, évidemment. Pas de souci. Bon, très bien. Axel, donc pour toi, l'idée si ça se passe pas super bien, Kevin O'Connell, pour toi, tu préfères le garder ou on fait la petite aparté, mais t'es plus pour le garder aussi, toi, ouais. T'es comme moi. Moi, je suis pour le garder. Et puis, je pense intimement que O'Connell et donc Adolfo Mensa sont liés. Je veux dire, s'il y en a un qui saute, l'autre sautera aussi, je pense.
Bon, je suis pas propriétaire de l'équipe, hein. Mais j'aimerais bien. Je suis pas encore milliardaire, mais je pense qu'ils sont liés. Après, peut-être que il y aura un choix à faire. Je pense qu'O'Connell garde la confiance de tout le monde, même si on fait une saison un peu catastrophique, parce que je pense que même si ça se passe mal, ce sera peut-être pas de son fait. Exact. Ça peut, hein, à tout moment, on peut se faire rouster sur le terrain parce qu'il fait des mauvais choix sur mauvais choix. Mais après, si tu prends l'échantillon des 3 saisons, il y en a quand même 2 qui sont, une qui est bonne, une qui est moyenne, mais franchement, c'est pas sur le coaching que ça s'est fait. C'est du bricolage. Et la 3e, je pense que si on est mauvais, ce sera sûrement pas de son fait à lui non plus. Donc, on est d'accord. Dans tous les cas, je pense qu'il sera là l'année prochaine. Lui relaisser une saison prochaine et puis on verra. Ouais. Moi, je suis pour aussi ça. En plus, nous, ce qui nous fait défaut souvent, c'est qu'on a tendance donc soit à se débarrasser des coachs quand ça va pas, que ce soit les coordinateurs ou que ce soit pour une raison ou pour une autre. Des fois, ils partent pour être coach principaux. Mais on a tendance à pas avoir de stabilité sur entraîneur principal, coordinateur offensif, coordinateur défensif. Là, on a une chance, c'est que ça va faire 3 saisons que c'est le même coach, le même coordinateur offensif, et c'est la 2e saison qu'on a le même des coordinateurs défensifs. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, moi, j'aimerais voir un peu cette stabilité et la faire perdurer le plus longtemps possible. Voir ce qu'on peut avoir avec ce régime-là. Bien sûr. Ok. Bon, je pense qu'on a été complet. Axel, je vais te laisser faire ton instant promo. Vas-y, raconte-nous un peu où on peut te suivre. Et même si je l'avais dit un peu en début d'épisode, mais ça permet de savoir où on peut te suivre, comment, avec qui les copains, avec qui des Vikings tu discutes et tout ça. N'hésite pas à leur faire un coucou, dédicace. Voilà, c'est ton moment. Ouais, écoutez, n'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent pas encore, à me suivre sur Twitter, X, je ne sais plus comment on dit maintenant. Donc, il y a le nom qui passe sur le bandeau en dessous. Là, de toute façon, on va multiplier la présence parce que la saison va arriver. Je pense que j'ai un compte Insta aussi. Je pense que c'est le même nom sur Insta. MinVikingsFR. Ouais, c'est ça. Que je vais réactiver parce que en fait, avec les copains, on va à Londres pour le match contre les Jets. Donc, je vais essayer de capter un peu de contenu sympa et de suivre un peu le voyage à Londres. Je pense que ça peut être cool. Et voilà. Et puis, je pense qu'on va aussi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas réunis, mais on va réactiver le podcast parce que là, c'était un peu la saison off. On va voir qui est dispo entre les congés, mais on va multiplier un peu les épisodes pour la saison qui arrive. Donc, on est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, principalement Spotify. Je crois qu'on est aussi sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Donc, n'hésitez pas à aller écouter nos épisodes précédents. Et puis, on arrive avec des nouveaux épisodes assez vite. Donc avec les copains, je passe le bonjour à mes réguliers. Donc, il y a Ben, Jacques, Manu. Et puis, des fois, il y a aussi Antoine. Et j'ai eu la chance l'année dernière de faire un épisode aussi avec Léo de T-Wolf France, que je salue aussi. Donc, c'est ma team. Ok, bon, parfait, c'est complet. Et nous, de toute façon, voilà, il y a des bandeaux qui défilent. Voilà, à partir du 3 août, la programmation de la prochaine saison sur le foot US de A à Z. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ne ratez pas, voilà, vous ne ratez aucune vidéo. On a un Tipeee qui est en place si vous voulez nous donner un petit coup de main. Voilà, si vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas aussi. La porte est grande ouverte au foot US de A à Z. L'overtime, voilà, dès le 14-09, vous avez envie de venir, le champion de l'overtime chez nous, vous pouvez venir. C'est le quiz du foot US de A à Z. Et puis voilà, et c'est complet, je pense. Axel, moi, je te remercie. Je te souhaite une super saison avec tes Vikings. Merci. C'est vraiment un plaisir de faire cette preview toujours avec toi. Je finirai par ma phrase habituelle, que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Et Axel, je te souhaite une bonne saison, une bonne journée et bonne écoute à tous. Merci. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.